En tout cas, bonjour à tous. Je m'appelle George Alao. C'est moi qui suis facilitateur, comme disent les Anglais ou les anglophones, animateur donc de cette séance. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir donc d'accueillir notre collègue, Madame Laurence Pourchaise, qui est professeure d'anthropologie, spécialiste des sociétés de la zone sud-ouest de l'océan Indien. Et depuis près de 35 ans, elle mène des recherches sur les questions associées à la santé, hein, plutôt des femmes, des enfants et au savoir des femmes et aux manières, en tout cas traditionnelles, de se soigner, hein, au lien aussi que ces savoirs entretiennent avec la nature et la biodiversité. Elle est également ethno-vidéaste, donc elle nous dira, je pense, un petit peu aussi sur ça. Et elle est auteure de près de 200 publications, ce qui n'est pas rien. Elle a également obtenu plusieurs prix de films et des publications multimédia dans le Grand Prix du Festival international de films de chercheurs en l'an 2000, je crois, oui. Parmi ces publications, donc bien sûr, elle va parler aujourd'hui, hein, sur, voyez-vous, le titre, il y a un ouvrage, mais avant cela, elle a déjà publié Savoir des femmes, médecine traditionnelle et nature. Si j'ai le temps, je vous montrerai la couverture. Ça, c'était en 2011, donc aux presses de l'UNESCO, qui a été traduit en 2014 et qui a été réédité 3 fois déjà. C'est pas une petite chose. Et elle a aussi publié Quand les professionnels de la santé et des sciences sociales se rencontrent. C'était en 2016. Et elle a donc en, sous presse regard croisé sur les relations soignants-soignés. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui connaît le sujet et je n'ai pas de doute du tout que ça sera une soirée plaisante et riche. Et merci à tous. On est presque 30 déjà d'être là. Je pense que c'est encourageant. Et sans trop tarder, donc, Laurence, je te passe la parole. Merci, Georges. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous présenter quelques éléments liés à cet ouvrage qui s'appelle Faire de l'ethnomédecine au XXIe siècle, enjeux et perspectives. Donc, c'est un ouvrage qui est sorti en décembre 2024 et donc il contient 18 contributions, dont les contributions de plusieurs étudiants de l'INALCO, à la fois de mes doctorants et d'anciens étudiants du DU d'ethnomédecine de l'INALCO, avec des co-auteurs qui sont donc Alain Epelboin, Antoine Leca, Amina Gourib-Fakim, Athéna Pidgeot, Édouard Naouia, Catherine Sabino, Jim Sion, Sofiane Horry, Adou Mathias Aboidje, Kioncheng Wang, Karine Dané, Isabella Aubrist, Aïcha Zizoun, Abdullah Al-Kalawi, Marie-Christine Pouchel, Maï Ledu, Jean-François Humblot et Connie Dioumassi. Et donc, c'est un ouvrage qui est issu du colloque qui s'est tenu d'abord à l'INALCO en juin 2022, qui est un colloque qui faisait suite à l'ouverture du DU d'ethnomédecine de l'INALCO. Et cet ouvrage, en fait, l'idée, c'était d'explorer un petit peu l'état des recherches actuelles en ethnomédecine dans un contexte qui est celui d'un intérêt croissant pour les médecines traditionnelles, pour toutes les thérapies non conventionnelles, avec un intérêt qui a été encore multiplié pendant la crise du Covid, sachant que toutes ces médecines traditionnelles et toutes les thérapies, ce qu'on appelle les thérapies non conventionnelles, elles sont reconnues par l'OMS depuis plus de 50 ans. Et depuis Alma-Ata en 1978, leur usage est même fortement recommandé, voire considéré comme prioritaire dans les pays dans lesquels l'accès à la biomédecine n'est pas facile pour tous. Par ailleurs,
Un certain nombre de médecines traditionnelles existent depuis très longtemps, depuis des millénaires pour certaines. Des médecines traditionnelles qui sont présentes en Afrique, en Asie et ailleurs. Et ces médecines ont soigné tout au long de l'histoire des millions de personnes sans que l'Occident s'y intéresse et surtout sans que l'Occident ne les connaisse. Et en ce début de 21e siècle, en fait, l'Europe est en train de découvrir, pas que l'Europe, d'ailleurs l'Occident, pour être beaucoup plus large, est en train de redécouvrir ou de découvrir tout court un certain nombre de médecines pour lesquelles des textes très très anciens existent. Et donc, bon, voilà, le principe était de faire une espèce d'état des lieux de tout ça. Donc, ces 18 contributions, elles illustrent la diversité des recherches actuellement en ethnomédecine, les enjeux de sa reconnaissance aussi, parce qu'on verra que l'ethnomédecine, c'est à la fois une manière de qualifier un certain nombre de médecines autres que la médecine biomédicale, et c'est aussi une démarche en elle-même pluridisciplinaire. Et bien sûr, reconnaissance de la démarche qui est actuellement essentielle pour les milliards de personnes qui n'ont pas d'accès direct actuellement à la biomédecine. Et donc, j'avais le choix pour cette présentation euh, ce que je déteste personnellement quand il s'agit d'un film que je ne connais pas, à savoir vous dévoiler la fin et il n'y a rien de plus frustrant, ou vous parler un petit peu d'ethnomédecine pour vous en présenter un petit peu les principes. J'ai plutôt choisi de vous en présenter les principes et de ne pas, comme diraient les étudiants, vous spoiler le bouquin, vous donner envie, en gros, d'aller le lire. Donc, en fait, on va voir quelques petites choses. D'abord, les sciences humaines et sociales, voir dans quelle mesure elles sont effectivement pour le moment les parents pauvres des sciences médicales. Ensuite, on va revenir, parce qu'un certain nombre de mes collègues ne sont pas anthropologues, sur quelques notions de base, bien sûr, pour comprendre tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie de la santé? Où est-ce que l'ethnomédecine se situe par rapport à tout ça? Et puis l'ethnomédecine, à quoi ça sert? D'abord. Ensuite, on verra en quoi l'ethnomédecine permet de mieux comprendre les modèles d'interprétation de la maladie. À quoi ça sert concrètement? Pourquoi s'intéresser au parcours de soins? Quels sont les enjeux derrière tout ça? Et enfin, les perspectives en ce début de 21e siècle. Voilà pour notre programme et j'espère tenir le timing. Et je compte sur toi, Georges, pour m'arrêter si je suis trop longue, à moins que ce soit ma batterie d'ordinateur qui me dise qu'il faut que je m'arrête. Donc, Euh, ouais, c'est pas impensable. Alors, d'abord, je veux vous dire deux, trois petits mots des sciences humaines et sociales dans les études médicales en France. C'est un statut qui est très compliqué actuellement, avec des enseignements qui sont peu valorisés, souvent non assurés, car considérés la plupart du temps comme non essentiels dans les cursus médicaux ou paramédicaux. Ce qui est tout à fait illogique, puisque s'il y a bien une chose qui se trouve au cœur des sciences médicales, c'est l'humain. C'est-à-dire que quand on devient médecin ou infirmier ou kinésithérapeute ou sage-femme, on ne travaille pas le bois, on ne travaille pas le métal, on travaille avec des humains. Et paradoxalement, ce statut des SHS est vraiment très peu valorisé dans les études médicales. Pour autant, depuis une petite quinzaine d'années, ces sciences humaines et sociales sont représentées dans la plupart des projets de recherche. Non pas qu'il y ait eu une révélation divine avec la prise de conscience du fait que les sciences humaines et sociales sont essentielles dans les études en santé, mais c'est tout simplement le fait que depuis une quinzaine d'années, tout programme de recherche médicale qui se met en place doit obligatoirement comporter un volet sciences humaines et sociales, faute de quoi les crédits ne sont pas débloqués. Donc, évidemment, ça amène à un certain nombre de passions subites d'un certain nombre de personnes pour tout ce qui va être sciences humaines et sociales appliquées à la santé. Une autre des raisons pour lesquelles les SHS sont assez peu valorisés, c'est l'image de l'anthropologie elle-même.
Il y a une image de l'anthropologie qui est biaisée, qui est influencée par les médias, qui est très souvent remise en cause. On remet très souvent en cause le caractère scientifique de la discipline. Euh, on entend fréquemment, mais l'anthropologie, c'est pas une science, ça n'évolue pas, c'est des données. Enfin bon, je vous passe, je ne vais pas y perdre du temps. Mais bref, l'image de l'anthropologie, on va dire, ne nous aide pas beaucoup. Alors, quelques notions de base pour aller très vite, juste déjà pour vous rappeler la définition de l'anthropologie qui a beaucoup évolué en fait depuis quelques dizaines d'années. Et la définition en fait qu'on utilise assez souvent de l'anthropologie, c'est, enfin, tout au moins les collègues et amis qui travaillent avec moi en ethnomédecine, on a tendance à utiliser la définition que nous en donne François Laplantine. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'est intéressé à la santé d'une part, mais parce qu'il sort de l'approche de l'anthropologie qui était une approche coloniale, à laquelle il ne se réfère absolument plus. Et François Laplantine nous dit que l'anthropologie, c'est la science de l'homme au sein de sa culture, au sein de sa société. Et ce qui est surtout d'intéressant dans la définition qu'il nous donne, c'est que pour lui, l'anthropologie, ça va être l'étude de toutes les sociétés humaines, y compris la nôtre. Et il ajoute, c'est-à-dire des cultures de l'humanité tout entière dans leur diversité historique et géographique. Pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse beaucoup, cette définition? Parce elle comprend notre société. Et quand on travaille en ethnomédecine, on va non seulement s'intéresser à des médecines non occidentales, mais on va également s'intéresser à la médecine occidentale et à la biomédecine en allant l'analyser de la même manière que nous allons aller analyser des médecines autres comme la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, la médecine des docteurs Feuille en Guyane, etc. Alors, par rapport à cette définition de l'anthropologie, qui serait, si je puis me permettre la comparaison, le bon côté de la force, il y a le mauvais côté de la force, qu'est l'ethnocentrisme. Et c'est bien pour ça qu'on a fait cet ouvrage, parce qu'il y a par rapport à toutes les médecines et toutes les approches qui ne relèvent pas de la biomédecine, énormément d'ethnocentrisme. Alors, l'ethnocentrisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est l'idée selon laquelle, quand on a été élevé dans une culture donnée, on a tendance à juger tout ce qui ne correspond pas à la manière dont on a été élevé, tout ce qui nous semble être de l'ordre des anomalies. Et cet ethnocentrisme, malheureusement, il est universel et c'est quelque chose contre lequel il faut se battre en permanence. Évidemment, un anthropologue, un ethnologue doivent dépasser ça, mais dans le champ de la santé, ça va beaucoup plus loin. Faire de l'ethnocentrisme, c'est considérer que seule la biomédecine existe, qu'il existe une seule science avec un S majuscule, qui serait la science occidentale, et que toutes les médecines autres que la biomédecine seraient des croyances, des superstitions, du charlatanisme, etc. Et bien sûr que l'ethnocentrisme, c'est l'ennemi de l'anthropologue, mais c'est aussi l'ennemi du professionnel de santé, évidemment. L'anthropologie de la santé, au milieu de tout ça, elle est très ancienne en fait. L'anthropologie de la santé, ça remonte quasiment au début du XXe siècle. Il a fallu attendre. Alors, les premières publications étaient extrêmement intéressantes. D'ailleurs, il faut noter qu'elles étaient faites par des médecins la plupart du temps, des médecins qui devenaient anthropologues. Par exemple, on en a un qui s'appelait Rivers en 1917 qui nous montre que toutes les thérapies, même quand on ne les comprend pas, elles prennent sens quand on les réinsère dans le système de pensée dont elles sont issues. Mais pour autant, il va falloir attendre en gros les années 1950 pour qu'on ait les premières recherches consacrées à une anthropologie médicale. Et à l'époque, dans les années 1950, on a tendance à se focaliser sur le lien qui peut exister entre médecine occidentale et savoir traditionnel. Et pour les chercheurs, à cette époque-là, l'idée, c'était surtout de montrer ce qu'on appelait la naïveté culturelle des professionnels de la santé. Alors,
c'était quoi cette naïveté culturelle des professionnels de la santé? Ben, c'était justement l'idée selon laquelle, quand ils arrivaient quelque part, ils avaient tendance à penser que les gens étaient des vaisseaux vides. C'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Paul, qui est un collègue, qui a écrit ça en 1955. Et Benjamin Paul nous disait à l'époque, le spécialiste de santé publique ferait bien de comprendre tout ça avant de vouloir faire adopter des habitudes et des idées nouvelles aux autres. Et il ajoute, si on souhaite aider une communauté à améliorer sa santé, il faut apprendre à penser comme les personnes qui composent cette communauté, ce qui est effectivement tout à fait logique. À partir de là, tous les travaux qui ont été conduits ont tenté de mettre en évidence et ont tenté d'expliquer les systèmes de soins, les représentations du corps, les sciences qui sont présentes dans bon nombre de cultures, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, en Afrique. Et ils ont montré, tous ces travaux, que la médecine occidentale moderne, donc qu'on appelle biomédecine, finalement, c'est qu'un système parmi d'autres. C'est sans doute le plus jeune de tous ces systèmes-là, sachant que on a les médecines savantes, dites savantes, à texte, j'entends par là, comme la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, dont on sait qu'elles ont entre 4 et 5 000 ans. Il y a des médecines transmises par l'oralité qui sont au moins certainement aussi anciennes. Et donc, la médecine occidentale, au milieu de tout ça, finalement, oui, c'est la petite dernière, quoi. C'est vraiment la plus récente. Et donc, cette anthropologie de la santé, je vous disais tout à l'heure qu'on est très souvent remis en cause par les sciences dites sérieuses, à savoir les sciences du vivant, la biologie, dans lesquelles on nous dit, oui, mais alors vous, votre science, l'anthropologie, c'est quelque chose qui évolue pas, c'est quelque chose de figé. Eh bien non, c'est pas quelque chose de figé du tout. La preuve en est que l'anthropologie de la santé, c'est une évolution qui est née en gros dans les années 2000 de l'anthropologie médicale, qui était la première forme d'intérêt qu'on avait pour la santé, et de l'anthropologie de la maladie qui l'a suivie. Alors, je ne vais pas entrer dans tout le débat d'évolution en fait de l'anthropologie par rapport à tout ça, mais il faut savoir que bah oui, l'anthropologie de la santé évolue, l'anthropologie évolue, c'est une science en mouvement, c'est une science vivante et c'est une science. Et donc, cette anthropologie médicale, si on repart dès le départ, elle a été construite à partir d'un postulat qui était le postulat d'universalité de la maladie. Ça, personne pense à le remettre en cause. Cette maladie, non seulement elle va être représentée, gérée, traitée différemment selon les cultures, mais les modalités des prises en charge de la maladie, elles vont être bien sûr liées aux cultures elles-mêmes et elles vont varier en fonction des systèmes de savoir présents dans les cultures qui voient son émergence. Et enfin, la maladie elle-même, tout le système qu'on appelle le système de nosologie, va s'insérer dans un ensemble global qui va être constitué de toutes les logiques à l'œuvre dans la société elle-même. Si vous voulez, pour résumer les choses, ça fonctionne un petit peu comme des poupées russes. Euh, Si on considère maintenant que cette anthropologie, on l'applique au domaine médical, à quoi ça va servir? Ben, ça va servir à éclairer, en fait, par une meilleure connaissance de la culture, la pratique médicale ou la prise en charge des malades. Et à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, depuis une quarantaine d'années, globalement, il y a beaucoup de travaux qui ce type de logique. Par exemple, bon, il y a une étude moi, que j'aime beaucoup qui avait été faite au Canada dans les années 80 qui s'appelait Cancer et culture par une collègue qui s'appelle Francine Saillant. C'est vraiment une démarche pour le coup très ethnomédecine. Euh, J'en ai publié moi également une en 2011 sur la question des grossesses chez les mineurs, quand bien même la grossesse ne soit. J'avais fait ça avec une de mes doctorantes de l'époque mener ce travail justement de manière à aider les professionnels de santé. Euh, dans ce type de recherche-là, très souvent,
L'anthropologue travaille en lien avec les professionnels de santé. L'idée, c'est de restituer le contenu des recherches après pour permettre une meilleure prise en charge des malades, une meilleure compréhension des comportements des patients, surtout dans des moments compliqués au niveau médical. Par exemple, comprendre les raisons pour lesquelles certains patients refusent de prendre leurs médicaments, pourquoi certaines personnes refusent de se faire vacciner. Pendant la crise du Covid, je peux vous assurer que tout ça a été d'une grande utilité. L'étude de la maladie, pour autant, elle fait partie elle-même de l'anthropologie sociale. Pourquoi? Bah parce que la maladie, ça fait partie de la culture. Et du coup, la maladie, on peut la réinsérer à l'intérieur du contexte global de la culture dans le social et on est forcément amené à faire le lien entre corps biologique et corps social. Et c'est bien la raison pour laquelle un collègue qui s'appelle Marc Auger, dans les années 80, a proposé de remplacer anthropologie médicale par anthropologie de la maladie. Parce que pour lui, médical, c'était très large, la maladie, c'était quelque chose de beaucoup plus précis. Et donc, il recommandait à tout chercheur de s'intéresser d'abord à la maladie, d'utiliser ça un petit peu à la façon d'un fil d'Ariane, parce que pour lui, quand on part de ce fil d'Ariane, on peut avoir la totalité d'une société qui se déballe, quoi, globalement. Donc, l'objectif de l'anthropologie de la maladie dans ce cas-là, ça va être de servir la médecine occidentale moderne, qui d'ailleurs n'est plus si occidentale que ça et encore moins moderne. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme de biomédecine. Mais ça va être surtout, en fait, d'utiliser cette porte d'entrée qu'est la maladie, le fil d'Ariane dont je parlais, pour aller vers la connaissance globale de l'homme dans sa culture. Et dans ce cas-là, on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte que les discours culturels explicatifs de la maladie nous disent énormément de choses sur l'ordre social lui-même, ce qui veut dire qu'en gros, quand on se situe dans un contexte, et on l'a connu en 2020, de pandémie, toutes les campagnes de prévention, pour être efficaces, il faut absolument qu'elles tiennent compte de ce contexte social et des représentations qui y sont associées. Et si jamais ça n'est pas le cas, globalement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les campagnes de prévention ne vont absolument pas avoir d'impact. Je vois un petit message sur mon ordinateur me disant que la connexion est instable. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, mais parfois ça coupe un petit peu. D'accord. Bon, Oui, j'espère. c'est juste quelques secondes, on arrive à suivre, donc ça va. Ok, Je pense d'accord. que Je suis peut-être. vraiment désolée. Visiblement, il y a un petit souci sur le réseau. Alors, troisième évolution, et j'arrêterai là avec l'histoire de l'anthropologie de la santé, parce que ça pourrait nous mener assez loin. La dernière évolution, elle date des années 2000, avec un collègue qui s'appelle Didier Fassin, qui nous dit que finalement, ces deux axes de recherche, qui étaient les deux premiers, sont un petit peu dépassés. Pourquoi est-ce qu'ils sont dépassés? Parce qu'il nous dit qu'il y a des champs d'investigation qu'on n'est jamais allé creuser. Par exemple, l'expérience, l'anthropologie de l'expérience qui va étudier les récits des malades, les représentations des médecins, l'anthropologie médicale critique qui va s'intéresser à la médecine coloniale ou post-coloniale. Et puis, bah, cette expérience, l'expérience des praticiens, bah, c'est aussi l'expérience des tradis praticiens, donc de ceux qui vont pratiquer des médecines traditionnelles ou qui vont avoir des pratiques thérapeutiques autres que celles de la biomédecine. Et là, bien sûr qu'on va s'intéresser à la culture, mais on va s'intéresser aussi à des rapports de force nationaux, internationaux, l'évolution des choses, par exemple l'arrivée du numérique dans les médecines traditionnelles. Et bien sûr, on va prendre en compte aussi la position du chercheur. Ces postures de recherche, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun le désir de placer finalement la maladie au centre des questionnements de l'anthropologie. Mais cette maladie, du coup, on va la voir au sens le plus large. On va vraiment se situer dans le cadre d'une réflexion anthropologique, pour le coup, globale. Les enjeux par rapport à tout ça, mais ils sont énormes. Ça va permettre de comprendre des situations elles-mêmes. Par exemple, dans le cas du sida en Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid, on était à quelque chose de l'ordre de 40% de séropositivité.
Pourquoi on était à 40% de séropositivité, ce qui était juste effroyable dans une population donnée? Ben, c'était juste parce qu'à l'époque où les premiers antirétroviraux ont été diffusés, le gouvernement pro-apartheid de l'époque avait décidé que les seuls qui avaient droit aux antirétroviraux, c'était les Blancs. Et à l'époque, il y a eu une manipulation qui a été faite des gens en passant par les pasteurs des églises évangéliques qui ont fait croire aux gens dans les townships que le sida, c'était pas une maladie, que c'était transmis, que c'était une plaie divine qui était envoyée à ceux qui soutenaient l'ANC et que si on était partisan de Nelson Mandela, globalement, on avait de bonnes probabilités d'attraper le sida. Alors évidemment, c'était d'une absurdité sans nom, mais pour autant, c'était les pasteurs qui le disaient et les gens y ont cru, en partie. Mais ça a eu quand même un impact. Il a fallu que Mandela arrive au pouvoir, que l'apartheid prenne fin, pour que immédiatement l'Afrique du Sud fasse machine arrière, qu'on aille expliquer aux gens que oui, le sida, c'est une maladie, oui, ça se transmet, oui, il faut prendre des antirétroviraux. Et les derniers chiffres que j'ai eus sur la pandémie et le taux de séropositivité en Afrique du Sud, il y a encore à peu près 14% de séropositifs en Afrique du Sud, ce qui est encore énorme. Mais le rétropédalage heureux depuis la fin de l'apartheid a permis certainement de sauver des milliers, des milliers et des milliers de vies. Donc, en gros, l'étude de la santé, quand on veut comprendre ce qui se passe, elle ne peut pas faire l'économie de la prise en compte du contexte social et politique. Et tout ça, ça va comprendre, bien sûr, aussi des rapports de pouvoir à une échelle internationale. J'en viens maintenant, en ayant dressé ce petit aperçu global d'où vient l'ethnomédecine. Le terme d'ethnomédecine, lui, il a été forgé dans les années 1960 par des chercheurs en ethnosciences, par analogie avec d'autres termes qui émergeaient alors, comme l'ethnobotanique ou l'ethnozoologie. Littéralement, c'est la médecine des peuples, de tous les peuples, le nôtre également. Parce que la biomédecine, c'est une médecine savante, on est d'accord, mais il y en a aussi une version populaire en Europe avec des thérapeutes, des traitements qu'on va du coup pouvoir étudier également en ethnomédecine. Et on va se rendre compte que dans chaque lieu de la planète, dès lors qu'existe un système de médecine traditionnelle, on va retrouver une médecine savante et on va retrouver une médecine populaire. Et donc tout ça, on va l'étudier quelle que soit la société sur laquelle on travaille. Selon les chercheurs, en fait, on a deux définitions finalement de l'ethnomédecine. En sciences humaines, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette introduction un petit peu longue et je m'en excuse, elle est considérée comme une branche de l'anthropologie médicale, de l'anthropologie de la santé. Elle va se définir comme l'étude des médecines traditionnelles, de leur logique interne, en termes de conduite thérapeutique, de discours produits, de représentation du corps, de la santé, de la maladie, de la naissance, de la mort, du malheur. Ça inclut tout ça le rapport entre santé et sacré, qu'on a oublié dans la biomédecine, ou qu'on pense avoir oublié, ça ne veut pas dire qu'il est disparu, ou santé et magie. Et un collègue canadien qui s'appelle Serge Geneste, qui a été vraiment un des précurseurs dans ce champ-là, lui, il définit l'ethnomédecine comme l'ensemble des croyances et des pratiques relatives à la maladie dans chaque société. Et sa définition tient toujours la route, c'est juste le terme de croyance qu'on a tendance maintenant à relativiser et à remplacer par savoir. La deuxième définition qui est donnée vient souvent de la biomédecine, où l'ethnomédecine va être définie par les médecins comme la synthèse qu'on va pouvoir faire entre médecine occidentale et médecine traditionnelle, ces médecines qui sont présentes donc dans les pays non occidentaux. Et dans ce cas-là, l'approche ethnomédicale, ça va être une approche holistique, pluridisciplinaire, qui va intégrer à la fois de l'ethnobotanique, de l'ethnologie, de l'ethnopharmacologie, et qui va faire le lien entre sciences humaines et sociales et sciences biologiques et médicales. Et dans l'ouvrage dont je fais la présentation aujourd'hui, nous avons choisi une troisième voie, nous nous situons
en gros, entre les deux. Notre approche, elle est pluridisciplinaire. Dans les 18 contributions à cet ouvrage, il y a des gens qui sont en chimie organique, en biologie moléculaire, en botanique, en anthropologie. On a vraiment un ensemble de disciplines qui concourent à donner une vision assez globale des choses. Euh, alors, je reviendrai là-dessus parce que je voulais vous montrer, mais je le reprendrai en conclusion, un certain nombre de diplômes et de choses qui ont été lancés en ethnomédecine. Et donc, en ethnomédecine, on va étudier de manière vraiment globale les croyances médicales, les traitements, les thérapeutes, les descriptions des maladies, les contextes médicaux, en nous remettant à chaque fois, en fait, dans le contexte global, de chaque culture pour mieux comprendre les choses et les sciences en présence. C'est ce qu'on appelle croyance médicale, qu'on a tendance aujourd'hui, et là je m'appuie un petit peu sur les travaux de Serge Geneste à l'époque, aujourd'hui on parlerait plus de savoirs médicaux, donc c'est extrêmement variable selon les sociétés, et de peuple à peuple, on va trouver des savoirs qui sont souvent radicalement opposés les uns aux autres. Euh, Dans certains cas, par exemple, pour prendre un exemple précis, on va dire qu'il faut absolument enlever les croûtes de lait sur la tête des bébés. Dans d'autres sociétés, on va dire que si on le fait, l'enfant est supposé être en danger de mort. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est n'importe quoi et que c'est contradictoire? Pas du tout. Parce qu'on se trouve à chaque fois dans des systèmes globaux. Et pour comprendre en fait les logiques de tout ça, et la manière dont les savoirs s'articulent les uns par rapport aux autres, eh bien oui, il faut avoir l'ensemble de la culture en tête pour comprendre les logiques. Et en fait, ça fonctionne un petit peu à la manière d'un grand pulse à chaque fois, culture par culture. C'est seulement une fois qu'on a plusieurs morceaux du pulse qu'on commence à comprendre comment les choses fonctionnent. Par exemple, les savoirs thérapeutiques, très souvent, ils sont en lien avec l'alimentation, la classification locale des aliments ou le rapport au corps. Selon les sociétés, on va se rendre compte qu'on peut soit intervenir sur le corps, le tatouer, le scarifier, l'amputer ou pas dans certains cas. Ce qui peut exclure, par exemple, le vaccin dans certaines sociétés. Dans d'autres cas, seuls certains actes vont être considérés comme ne remettant pas en cause l'intégrité physique de la personne. Toutes ces choses-là sont évidemment très importantes, vous l'imaginez, dans des contextes, par exemple, d'intervention humanitaire. Euh, c'est également lié, tous ces savoirs médicaux, aux représentations du corps et de la maladie, qui sont très variables de culture à culture. Je vous donne un exemple dans ma propre société de référence, qui est la Société créole de la Réunion, mais c'est également présent dans les Mascareignes au sens le plus large. Ce qu'on appelle l'estomac, c'est absolument pas l'estomac tel qu'on l'entend en anatomie. Ce qu'on appelle l'estomac dans les Mascareignes, ça va du bas de l'abdomen jusqu'au haut du corps, ce qui veut dire que si quelqu'un dit j'ai mal à l'estomac, ça peut vouloir dire qu'il est en train de faire un infarctus. Donc en fait, c'est extrêmement important quand on veut comprendre ces patients et pour les médecins de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, etc., c'est des choses qui sont absolument fondamentales. Il ne faut pas non plus oublier la classification des maladies et leur description, qui sont extrêmement variables selon les sociétés et qui très souvent vont déterminer le sens qu'on donne au mal, son étiologie, son origine. Et cette classification, elle renvoie très souvent à une vision du monde dans son ensemble. Ça concerne également, bien sûr, les maladies mentales pour lesquelles on va avoir très souvent une représentation locale du mal et parfois une impossibilité de traduire dans la biomédecine des symptômes qui sont pourtant reconnus et identifiables au sein de la culture concernée. Et ça peut concerner énormément de champs que j'ai malheureusement pas le temps de vous détailler là. Et c'est pour ça que je vous conseille de lire le livre, bien sûr. Euh, on a également l'étude des thérapeutes, bien sûr, de la même manière que les savoirs varient selon les contextes culturels et les sociétés, les thérapeutes sont différents et selon les systèmes culturels, ils ont des formations différentes, un statut différent au sein de la société. Selon les sociétés, il peut y avoir apprentissage,
ou pas. Les connaissances thérapeutiques, elles peuvent venir à la suite d'un long apprentissage ou venir en rêve, parfois pendant un épisode de transe, parfois pendant le sommeil. Et dans tous les cas, ce sont ces connaissances qui vont légitimer le thérapeute au sein de la communauté. Ces connaissances et son efficacité, évidemment. La transmission, elle peut se faire au sein de la famille par une transmission intergénérationnelle, dans certains cas de maître à disciple. Et le disciple, il n'est pas nécessairement choisi au sein de la famille. C'est vraiment le thérapeute qui choisit. Dans la formation des thérapeutes, on a également une différence entre les médecines considérées comme savantes, donc médecine chinoise, ayurvédique, arabe, tibétaine, etc., qui vont former leurs thérapeutes pendant un long apprentissage avec l'emploi de textes dont certains sont millénaires, et les médecines des sociétés sans écriture, qui sont souvent basées sur un apprentissage empirique, parfois tout aussi long que l'apprentissage à partir des textes, notamment des techniques de guérison, des propriétés des plantes, et c'est souvent accompagné comment dirais-je, de mise à l'écart de la société. Enfin, ça peut être extrêmement long et il n'y a absolument aucune hiérarchie entre médecine avec écriture ou médecine sans écriture. Les apprentissages sont souvent extrêmement longs dans les divers cas. Alors, l'ethnomédecine, à quoi ça sert? Je vous donne deux exemples. Premier exemple, le VIH, qui est toujours une des grosses pandémies de la planète. Premier objectif, tout simple, faire accepter le port du préservatif. On est dans les années 90, la pandémie de sida commence à prendre de l'ampleur. Les collègues qui travaillent sur les campagnes de prévention contre l'expansion du sida ont beaucoup de mal à faire admettre le port du préservatif. Sur quoi est-ce qu'ils vont s'appuyer? Ils vont s'appuyer sur l'humour qui existe dans les sociétés concernées. Ils vont s'appuyer sur la parenté à plaisanterie et ils vont se rendre compte que ça fonctionne et qu'à partir de tout ça, il y a moyen d'expliquer aux gens en jouant sur l'humour, en jouant sur des catégories qui sont des catégories culturelles, et ils vont se rendre compte qu'une campagne est d'autant plus efficace qu'elle s'appuie sur les représentations de la maladie qu'on va trouver dans la population. Deuxième exemple, un peu plus récent, l'épidémie d'Ebola. Et je parle là de la dernière épidémie qui a eu lieu en 2014. Les collègues anthropologues qui sont partis travailler pour l'OMS dans les différentes zones dans lesquelles Ebola était présent se sont appuyés pour leurs recommandations à l'OMS, sur la culture des gens, sur la manière dont ils avaient l'habitude de se comporter, notamment pendant les rites mortuaires. Il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles il est d'usage pour montrer son chagrin et pour montrer qu'on est de tout cœur avec la famille qui vient de perdre un proche, de venir toucher le cadavre. Et effectivement, sachant cela, les collègues ont immédiatement réagi avec les professionnels de santé en leur disant, mais oui, la maladie se transmettant par le contact et par les fluides, toucher le cadavre, c'est prendre un risque énorme de se faire contaminer. Donc, on fait des pulvérisations à l'eau chlorée dans un premier temps, on met des gants dans un deuxième temps, et ça fait partie des choses de base en ethnomédecine, d'aller comprendre ce qui se passe, la manière de se soigner, la manière de se représenter la maladie, et on va voir que effectivement, ça a immédiatement un impact sur le terrain. L'ethnomédecine, elle nous permet aussi de mieux comprendre les différents modèles d'interprétation de la maladie. Euh, c'est vrai que dans la médecine dite occidentale, euh, la vision du corps, c'est une vision assez mécaniste finalement, où on a un petit peu l'impression qu'on a affaire à un moteur de voiture et quand il y a un petit élément qui fonctionne plus, on le change, tout simplement. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe partout. Et un certain nombre de collègues, notamment deux collègues qui s'appellent Zampleni et Senzingray, ils ont montré que le diagnostic de maladie, quelle que soit la société dans laquelle on se trouve, il y a toujours les mêmes quatre opérations. Ces opérations, on les trouve absolument partout à la surface de la Terre. En gros, les questions que les gens se posent, c'est quoi? Quelle maladie? Comment est-elle survenue? Qu'est-ce qui l'a produite? Et pourquoi moi? Quel que soit l'endroit de la planète où les gens se posent, sont malades, c'est concrètement toujours ces questions-là qui reviennent.
Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, si le malade ne se reconnaît pas dans le diagnostic du médecin, il y a peu de chances pour qu'il aille prendre ses médicaments. Dans tous les cas, il va rechercher l'origine de sa maladie, quitte à entreprendre ce qui, dans certains cas, va être nommé un parcours de soins ou au pire du tourisme médical. Et dans ce cas-là, ça peut être effectivement dangereux pour la personne qui est malade. Ça peut être, dans certains cas, n'importe quoi, charlatanisme, parce que, bien sûr, ça existe. Des modèles d'interprétation de la maladie, François Laplantine, il nous en propose deux, la causalité interne et la causalité externe. Et on va retrouver ça partout à la surface de la planète, absolument partout. Dans le cas de la causalité externe, la maladie vient de l'extérieur. Ça, c'est l'intoxication, c'est les éléments malsains. Dans certaines sociétés, la maladie, on va l'attribuer à une personnalité humaine ou surnaturelle, qui peut être un djinn, un sorcier, un génie, un diable, un ancêtre. La personne qui est malade, bien sûr qu'elle n'est pas responsable de cette maladie, puisque la maladie, elle est provoquée par une volonté extérieure. Donc la maladie, ça va être un malheur, parfois vu comme la conséquence d'une faute à expier. On peut considérer que l'individu a causé du tort à un génie, à un diable, à un ancêtre, et du coup, il doit payer pour ça. Et ce système d'interprétation, on va le retrouver, par exemple, quand la maladie va être perçue comme une colonisation du corps ou de l'esprit par une volonté extérieure, par un esprit. Dans l'archipel des Comores, on va parler de djinn. Si on est chez les Wolofs ou les Lébous, on va parler d'érable. Mais en tout cas, on est toujours dans la même logique. Et dans ce cas-là, le rituel thérapeutique, il va être très clair et il va être le même partout. C'est-à-dire que toutes les formules, toutes les pratiques rituelles, leur objectif, ça va être d'exorciser le mal, c'est-à-dire de chasser l'intrus. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'individu n'est pas considéré comme responsable de sa maladie. Il en est possédé, en fait. Et ce modèle de l'intrusion-là, on va le retrouver aussi en Occident. Ça fait référence aux travaux d'une collègue qui s'appelle Jeanne Favret-Saada, qui a travaillé dans le département de la Mayenne, qui n'est pas franchement l'endroit le plus exotique de la planète. Et donc, cette médecine occidentale, elle n'est absolument pas exempte de ça, bien sûr. De la même manière, dans le monde contemporain, on peut retrouver des tas de choses sur les agents nocifs, l'environnement chimique, Tchernobyl, les labos pharmaceutiques, etc., etc. Donc, en gros, on va le retrouver partout, ce modèle d'interprétation, et ça rentre aussi parfaitement dans le cadre des interprétations pasteuriennes de la contagion. On est contaminé par un agent extérieur et on va dire je suis tombé malade. Deuxième type de causalité, celle qu'on appelle la causalité interne, ça c'est l'idée selon laquelle la guérison doit venir de l'extérieur parce que la maladie, elle vient de l'intérieur même du sujet. Et on va retrouver cette conception dans des interprétations populaires, traditionnelles, mais là encore, également dans la biomédecine. On va retrouver cette conception dans les notions de génétique, d'hérédité, de tempérament. Ça nous renvoie même à Hippocrate, de disposition. Et c'est des conceptions qui sont tout à fait superposables à d'autres, comme dans les types caractériels, astraux, les profils thérapeutiques qu'on a dans le cadre de l'homéopathie, par exemple. Alors pourquoi du coup s'intéresser au parcours de soins? C'est quoi le lien entre tout ça? Euh, En fait, les parcours de soins, déjà en 1955, Benjamin Paul nous en parlait. Il nous disait que il faut s'intéresser au parcours de soins parce que ça nous permet de mieux comprendre comment les gens pensent la maladie, comment ils se la représentent, comment ils veulent se soigner. Et puis, il nous disait déjà, dans les années 1950, que les parcours de soins des malades, finalement, ils se limitent rarement à la biomédecine. Et il y a à peu près 30 ans, est sorti, c'était en 96 si je me souviens bien, Jean Benoît avait dirigé un ouvrage qui s'appelait Soigner au pluriel, dans lequel on voyait bien ces parcours de soins. Et donc, faire de l'ethnomédecine, ça va être quoi finalement? Ça va être avant tout être capable de retracer les parcours de soins, d'identifier les recours, à la fois phytothérapeutiques, à la fois sacrés. Et il faut surtout pas croire que notre médecine biomédicale soit exempte de recours sacrés. Je peux vous donner un petit exemple tout bête. Les médecins généralistes reconnaissent
que les traitements qui sont les mieux suivis sont ceux dans lesquels ils demandent à leurs patients de prendre un médicament 3 fois par jour pendant 7 jours. D'un point de vue médical chimique, ça n'a absolument aucun sens. D'un point de vue sacré ou religieux, le 3, le 7, c'est pas un scoop, ça fait partie des chiffres sacrés et on a beau être dans une science biomédicale qui tient, qui affirme le fait qu'elle s'est totalement séparée du sacré, concrètement, ça, c'est l'exemple qui nous montre que c'est pas le cas. Donc, c'est extrêmement important de comprendre tout ça. C'est important de retracer les parcours de soins. C'est également important de comprendre ces recours parce que parfois les traitements sont antagonistes. Antagoniste, c'est quoi? Bah, c'est par exemple si vous mangez un bâtonnet de réglisse alors que vous prenez des bêta-bloquants. Vos bêta-bloquants ne servent à rien. Donc, dans certains cas, ça peut poser problème. Dans certains cas, ils peuvent être complémentaires à la biomédecine. Euh, Par exemple, il y a un de mes anciens doctorants qui s'appelle Jean-François Humblot qui a fait sa thèse sur les itinéraires des patients atteints de cancer en Franche-Comté. C'est pas l'endroit là non plus le plus lointain qu'on puisse imaginer. Pour autant, il a identifié un nombre de traitements et il a vraiment fait une étude d'ethnomédecine complémentaire, d'approche complémentaire du cancer. Et quand il a fait un feedback aux oncologues avec lesquels il avait travaillé, ils étaient totalement ébahis de voir à quel point les itinéraires thérapeutiques de leurs patients étaient à des années-lumière de ce qu'ils imaginaient. S'intéresser au parcours de soins des malades, c'est aussi savoir s'il y a danger, parce que les charlatans, ils sont malheureusement bien réels, et que dans certains cas, ils vont dire aux gens atteints de cancer, par exemple, arrêtez de faire votre chimiothérapie, arrêtez de faire votre radiothérapie, je vais vous donner du gui, je vais vous donner, enfin je parle des pratiques européennes, et ça peut mener les gens à la mort, bien sûr. Donc, faire de l'ethnomédecine, finalement, c'est mieux connaître les gens et donc mieux les accompagner. C'est se donner les moyens d'une véritable alliance thérapeutique par la connaissance de la culture et par la connaissance des recours des patients. Je vous ai mis j'ai essayé d'être dans, c'est bon, je suis dans les temps. Je vous ai mis quelques ouvrages, donc ce fameux, alors ça c'est la couverture anglaise, bien sûr, de l'ouvrage sur la médecine traditionnelle chez les femmes des Mascareignes. Quand les professionnels de la santé des sciences sociales se rencontrent, qui était un petit peu comment dirais-je, l'avant-propos presque de cet ouvrage sur faire de l'ethnomédecine au XXIe siècle. Je vous ai pas mis la couverture de Regard croisé sur les relations soignants-soignés parce qu'il sort le mois prochain et qu'on n'a pas encore sélectionné la photo avec l'éditeur, mais c'est la suite. En gros, ce serait quasiment le troisième opus. Des perspectives maintenant par rapport à tout ça. Donc, je reviens à ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais oui, il y a des diplômes universitaires en ethnomédecine. Le premier qui a été créé en Europe, il a été créé en 2010 à l'île de la Réunion. Et j'y suis pas pour rien. Et donc, ce premier diplôme, bah, il y a toujours des listes qui sont remplies et des listes d'attente. Un deuxième diplôme universitaire d'ethnomédecine a été créé à l'INALCO en 2020. Il a malheureusement été fermé en 2022, de même que la filière thématique L2, L3 ethnomédecine qui avait également été créée, et de même que le projet de master qui ne verra jamais le jour. Mais pour autant, un autre diplôme universitaire d'ethnomédecine a été créé en Nouvelle-Calédonie. D'autres diplômes sont en cours de création, notamment à UPC, à Paris-Cité. Il y en a d'autres qui tournent également dans différents endroits. Il y en a un qui vient d'être créé en Belgique, à l'Université de Louvain-la-Neuve. Il y a des cours d'ethnomédecine dans d'autres endroits. J'en ai fait au semestre dernier à Montréal, au Canada. Enfin voilà, les choses, les perspectives de l'ethnomédecine, en fait, sont très très larges. C'est une approche pluridisciplinaire qui est en pleine expansion, qui est en train de commencer. Alors évidemment, il y a des ratés. Bon, l'INALCO, malheureusement, a fait partie des ratés.
mais c'est une approche qui est en expansion et vous savez comme moi que pour qu'une discipline scientifique ou une approche pluridisciplinaire soit reconnue, il faut qu'elle soit enseignée. C'est ce qui s'est passé avec la sociologie à la fin du 19e siècle, quand les premiers enseignements se sont mis en place à Bordeaux. Ça devait être en 1870, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Euh, et ça a été la même chose avec l'anthropologie. Donc, comme je suis d'un optimisme absolument indécrottable, je suis persuadée que l'ethnomédecine va continuer à se développer. Voilà, bah, je vous remercie. J'espère que vous avez des questions. J'ai tenté d'être synthétique euh, de manière à pouvoir répondre aux questions qui me seraient éventuellement posées. On t'entend Merci pas. beaucoup. Oui, merci beaucoup, Laurence, pour cette belle introduction. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la matière. Je pense on a une vingtaine de minutes pour les questions-réponses. Deux personnes ont posé la même question pour commencer. Donc, on est parti de la réunion en tout cas de l'océan Indien au Cameroun et on a atterri au Mexique. Et la question était, donc, quelle est la place accordée à la langue de passion en ethnomédecine? Est-ce qu'il Alors, y a une place? c'est fondamental, bien sûr, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que les mots expriment les mots. Les mots MOTS expriment les mots MAUX. Et que si on ne prend pas en compte la langue, évidemment, on ne peut pas comprendre les choses. La place de la langue, elle est absolument fondamentale. Et c'est quelque chose. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de l'estomac. Ça peut donner l'impression qu'on parle français quand je dis l'estomac. Mais non, on ne parle pas français, on parle créole. Et dans chaque langue, il y a une relation entre un signifiant et un signifié. Et selon la culture dans laquelle on se trouve, quand parfois le mot a l'air d'être ce qu'il n'est pas, bah, évidemment, le sens varie également. Et derrière le sens des mots, on a tout ce qu'on met derrière, les mots du corps, pour le coup. Je vous parlais de l'estomac, mais oui, c'est quelque chose pour les médecins. J'ai fait il y a de ça quelques années tout un cours justement là-dessus, sur le vocabulaire du corps dans la langue, qui n'est d'ailleurs pas en le réunionnais, où j'avais fait vraiment plusieurs heures de cours là-dessus. Ils m'ont ébahi en disant, mais il faut absolument qu'on sache ça. C'est pas pensable qu'on ne le sache pas, parce que c'est des choses qui sont fondamentales. Oui, c'est bien pour ça que quand on avait monté ce DU à l'INALCO d'ethnomédecine, on y avait joint. C'était supposé être juste un début. 2 UE de langue. On demandait aux étudiants de dans l'une ou l'autre des UE de langue, et l'idée était montée le cursus d'ethnomédecine soit doublé d'un cursus de langue pour les étudiants selon la culture sur laquelle ils travaillaient. Parce que, et précisément d'une UE sur les mots du corps dans la culture à laquelle ils se référaient. Ouais, D'accord, j'espère merci avoir beaucoup. répondu à la question. Ouais, merci beaucoup. Il y a une autre question qui est plus militante qu'autre chose. Il y a El Majub Ait Malek qui dit que chez les Berbères, on parle de la même chose quand tu parlais de chasser l'intrus. Et il dit que ce serait bien de parler aussi de l'Afrique du Nord. Bien sûr, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut parler sur tous nos contextes culturels. Je sais pas si tu as quelque chose de spécial pour réagir à... Sur tous les endroits de la planète, chaque culture a vraiment. Alors, avec l'Afrique du Nord, peut-être pour faire le lien, c'est
il y a peut-être un lien possible sur ce que je disais par rapport aux djinns, justement, aux possessions par des djinns et aux interprétations de la maladie par rapport à tout ça, par rapport à l'islam, puisque les possessions par les djinns, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Coran. Il y a plusieurs versets du Coran qui en parlent, par ailleurs, de cette possession par les djinns, et on va retrouver cette étiologie-là dans, en gros, l'ensemble des zones géographiques qui ont été islamisées, mais pas que, par ailleurs. Euh, Dans les zones islamisées, bien sûr, qu'on retrouve cette étiologie-là, mais on va la trouver dans bien d'autres lieux aussi, hein. En tout cas, si tu pensais que Aline Alco, c'était une ratée, et il y a pas mal de supporters, en tout cas, Isabelle a dit non, D'accord. Inalco, non, c'était pas raté, on en est fiers. Ah oui, pas d'accord, Laurence, pas du tout. Bah, quand je dis une ratée, c'est que le diplôme a été fermé. Ouais, Ouais, c'est-à-dire mais, c'est pour des mais, raisons. Moi, j'en mais suis très fière des voilà, deux nous aussi. promotions diplômées. Nous Hmm, aussi, hmm, on est très fiers et très hmm. heureux d'avoir fait partie des peu qui ont pu. Donc, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Eleanor elle a dit plusieurs questions. On doit partir avant minuit quand même, donc posez deux questions, comme ça au moins on va laisser la parole à d'autres aussi. Allez-y. Bonjour. Bah, tout d'abord, merci pour votre intervention. C'était extrêmement intéressant. Donc, pour me présenter brièvement, pour introduire justement mes questions, je travaille sur le rituel funéraire et le rapport entre la mort et le maternage chez un peuple très spécifique en Sibérie. Et j'avais à ce propos-là plusieurs questions. Tout d'abord, alors si vous pouvez me répondre, quelle est la place des endeuillés dans l'ethnomédecine quand le deuil n'est pas toujours considéré comme une maladie? En faisant mes recherches justement pour ma thèse, j'ai vu qu'en France, à l'université Paris-Nord Bobigny, on avait actuellement un cursus qui justement essaie de mettre en avant le deuil dans la formation des soignants et des accompagnants, mais c'est pas toujours extrêmement bien traité, etc. Et ma deuxième question, un peu plus globale, c'était pourquoi dans plusieurs sociétés traditionnelles, la mort et les maladies sont souvent considérées comme venant de l'extérieur, parfois d'une volonté divine, ou parfois également les endeuillés se sentent responsables de la mort ou des maladies du défunt. Alors, on va traiter les choses en deux fois. Je vais commencer par répondre à la première question. Effectivement, le deuil est rentré depuis, oh, c'est pas très récent, ça fait presque une trentaine d'années hein, qu'il y a des enseignements sur le deuil dans les enseignements médico-paramédicaux. Le problème est que le deuil dans la biomédecine est souvent abordé sous l'angle du DSM. Vous savez que le DSM, c'est le manuel de référence en psychiatrie. Et vous savez que le deuil a fait son entrée dans le DSM-5 comme une maladie et qu'en gros, quand on est en deuil, on peut être médicamenté, donc le deuil commence à être vécu comme une maladie. Ce qui, d'un point de vue culturel et dans l'immense majorité des cultures de la planète, est une aberration sans nom. Euh, et je pense que le bon sens nous dit que c'est une aberration sans nom. Euh, et dans l'immense majorité des cultures, il y a une approche du deuil, il y a une prise en compte du deuil, il y a la manière de gérer, de traiter le deuil. Je peux vous donner différents exemples. J'ai une collègue qui s'appelle Annie Dupuis qui travaillait sur le deuil. Il me semble que c'était au Gabon et qui montrait que dans le cas d'une maman alors elle avait travaillé, alors j'essaie de me rappeler un petit peu le contenu d'un des articles qu'elle avait rédigé, où elle montrait qu'il y avait une prise en compte du deuil de cette maman au niveau du village lui-même, qui organisait régulièrement des repas communautaires. Une part de repas était prévue pour la petite fille qui était décédée. Et quand Annie avait demandé aux gens dans le village, mais pendant combien de temps est-ce que vous faites ça, de donner son repas à la petite fille décédée, on mettait ça dans une vaisselle de feuilles, on le déposait dans un coin à la sortie du village, les gens lui avaient répondu le temps nécessaire pour qu'elle s'en aille et que sa maman aille mieux. Ce qui était une manière de prendre en compte le deuil de la maman et de l'accompagner le temps nécessaire jusqu'à ce qu'elle ait fait son deuil. Ça, dans la biomédecine, c'est pas prévu. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas
le fait qu'une personne ait besoin de faire son deuil, pas forcément toute seule, l'entourage, enfin la société concourt au fait de pouvoir faire son deuil. Euh, on a tendance en biomédecine à systématiquement pathologiser les choses. Or, le deuil, c'est pas une pathologie. Donc, en fait, selon la manière dont tout ça va être abordé dans les enseignements, vous vous doutez bien que ça va être utile ou pas pour les soignants. Et que quand on leur a appris pendant leur cours que c'est une maladie et qu'il suffit de donner des antidépresseurs aux gens, concrètement, ils vont pas être d'une grande utilité. D'où l'importance des enseignements en anthropologie. J'ai une collègue qui s'appelle Annette Lebing, qui est professeure d'anthropologie à Montréal. Elle fait toute une partie sur le deuil. Et ça me semble extrêmement utile. Ouais. Euh, D'accord. deuxième partie. euh, Oui, vas-y, oui. pardon. Il y avait une deuxième partie à la question, donc j'essaye de répondre. La deuxième partie de votre question, alors rappelez-la moi très vite, j'avoue que comme j'ai pas pris de notes. Oui, c'était pour savoir pourquoi dans plusieurs sociétés traditionnelles, la mort et les maladies sont souvent considérées comme venant de l'extérieur et d'une volonté divine. C'est ça. Bah là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à vous répondre. Ça renvoie à la culture elle-même, ça renvoie à la manière dont les gens se représentent le monde. Bon, voilà. Je peux pas vous dire pourquoi telle société est comme elle est. Elle est comme elle est. Un point, c'est tout. Enfin, c'est un peu compliqué là d'aller donner une réponse absolue. Euh, et le rôle de l'anthropologue, c'est pas d'aller chercher forcément pourquoi les gens sont comme ça. C'est surtout de comprendre les choses, d'essayer d'entrer dans leur tête dans une certaine mesure pour comprendre leur point de vue, comment ils envisagent la vie, la mort pour le coup, euh, toutes ces choses-là. Hmm. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vois une main et après on reviendra, donc on repartira au Mexique. Madalena, euh, il y a la main levée. Je sais pas si tu veux toujours poser une question. Donc Madalena est professeure de plein de choses, notre collègue, et elle aura sûrement un mot à dire sur ce qu'elle fait et sa question. Hmm. Je suis là, oui, je cherchais la manip pour mettre le micro. Voilà, j'ai réussi. Ben, merci beaucoup, Laurence. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ta présentation. Alors, moi, bon, j'aurais une question un peu plus lourde, on va dire, mais peut-être que si tu n'as pas le temps, réponds pas, c'est pas grave. Mais je me demandais, j'ai une question un peu, si tu veux, pratique. Je me demandais où ça en est le domaine des humanités médicales. À une époque, c'était très en vogue, et même à Paris 7, donc voilà. Alors, je sais plus si c'est aussi. Pourquoi je pose cette question? Parce que je me dis que c'est peut-être une manière de relancer la machine à l'INALCO, pas parler d'ethnomédecine, pas parler, disons que pas lancer un diplôme d'ethnomédecine, mais peut-être un parcours humanitaire médical, je sais pas, c'est une idée comme ça. L'autre question, je la pose, mais si tu veux pas répondre, réponds pas. C'était sur l'actualité de la notion d'efficacité symbolique. Donc, je sais pas si, bon, moi, ça fait un moment que je n'ai pas fait de l'anthropologie médicale, on va dire, ou ce que comment on peut l'appeler, peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore en débat, qui est encore enfin, est-ce qu'il y a une actualité, si tu veux, bibliographique ou conceptuelle de cette notion d'efficacité symbolique? Voilà. Alors, C'est je mes... réponds, je réponds en deux temps là aussi. Sur les humanités médicales elles-mêmes, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Là, je t'en donne ILPEM dont tu as déjà entendu parler, l'Institut La Personne en Médecine, n'a pas été reconduit Oui, par UPC oui, parce que ils ont considéré que c'était. Alors, faut savoir que les évaluateurs des dossiers sont des médecins. Il faut appeler un chat un chat et que ça n'était pas essentiel
que le rapport au patient, la personne en médecine, c'était pas essentiel, ce qui est absolument impensable parce que les deux collègues qui sont Oui. porteuses de cet institut ont fait depuis 15 ans un travail absolument extraordinaire, militant, enfin elles ont fait un boulot juste incroyable et ça n'a pas été conduit. Donc si tu veux, de ce point de vue-là, c'est pas, on peut pas dire que ça soit vraiment dans l'air du temps. À la limite, ethnomédecine est plus portée en ce moment à l'extérieur que les humanités médicales. Sur la suite de ta question sur la portée symbolique, il y a des publications tout le temps là-dessus. Euh, mais à la fois, c'est une question régulièrement. Il y a vraiment des choses régulièrement là-dessus. À la fois, c'est une question qu'on se pose moins maintenant. Euh, Moins parce que, il y a eu toutes les études qui ont été faites il y a une trentaine d'années sur le placebo et que le consensus qui a été trouvé par rapport à tout ça, ça a été de dire, bah oui, mais la portée symbolique des soins, quand bien même il n'y ait pas d'efficacité objectivement observable au sens de l'evidence-based medicine, euh, il y a quand même, au moins pour les gens, une efficacité symbolique. Pour reprendre un petit peu ce que disait ma grand-mère d'un point de vue très, très terre à terre, si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. Enfin bon, quelque chose de cet ordre. Donc, D'accord. il y a une espèce de consensus autour qui sont moins abordés, mais pour autant, il y a toujours des articles sur cette question-là, sur l'efficacité symbolique. J'ai encore vu des choses là-dessus. Oh, ça remonte à il y a une dizaine de jours sur le travail de tradis praticiens à Madagascar pendant la grossesse des femmes, de tradis praticiennes d'ailleurs, c'est des femmes qui nouent certaines plantes euh, vraiment devant les femmes en leur demandant de tenir ça dans leurs mains, etc. On a l'équivalent symbolique, c'est le bébé qui est attaché à l'intérieur du ventre de sa mère et qui doit pas tomber, qui doit pas, enfin, se perdre. C'est purement symbolique, on est bien d'accord. Mais les personnes qui ont rédigé l'article, alors la référence m'échappe, mais expliquaient bien que toutes les femmes avec lesquelles elles en ont parlé disaient, mais si, 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 c'est extrêmement important. Et parce qu'on m'a donné ce remède-là, je vais pas perdre mon bébé, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour des tas de gens. Euh, un de nos problèmes, peut-être, dans la biomédecine, c'est que cet aspect symbolique-là, on l'a pu. On est La devenu, ouais, on l'a perdu. On est devenu tellement euh, à s'attacher à l'objectivement observable que, bah, en fait, oui, se rattacher, oui. D'accord. Merci Merci. beaucoup. Il y a deux questions. La première dit que l'OMS a comme politique d'accepter les pratiques médicales traditionnelles. Pour vous, qu'elles montrent des résultats efficaces ou effectifs. C'est-à-dire, si une pratique traditionnelle aide à guérir, c'est l'OMS accepte. Donc, je ne sais pas si tu aimerais commenter cela. Oui, Et oui. deuxième question, c'est plus, j'allais dire presque personnel, c'est en tant que spécialiste, euh, vers qui tu conseillerais un malade, un patient, c'est vers un praticien ou la médecine classique, moderne, occidentale, etc., etc. Voilà. Alors, je vais te faire une réponse à la première question. Non seulement l'OMS, Une réponse de Normand, hein, quoi. non, non, non seulement l'OMS accepte, mais l'OMS recommande. Depuis Alma-Ata, l'OMS recommande. C'est plus qu'accepter. Pour une raison toute simple, c'est parce que toutes ces médecines traditionnelles, faut pas voir ça sous l'angle du folklore. 80% des molécules et des médicaments qu'on achète en pharmacie à l'heure actuelle sont fabriqués à partir de plantes, lesquelles plantes appartiennent à des savoirs traditionnels qu'on trouve dans tous les endroits de la planète. Donc, la seule différence, c'est qu'on les achète en pharmacie sous la forme de petites gélules. Les médecines traditionnelles n'ont pas besoin de petites gélules, encore que les choses se transforment. Je ne sais pas si mon doctorant Mathias Aboidje est toujours là, mais lui, il a vu les petites gélules qui sont en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire pour légitimer le travail de certains tradis praticiens, ce qui est tout à fait passionnant. Mais bref, l'OMS recommande largement parce que l'efficacité phytothérapeutique d'énormément de remèdes
il n'y a pas à la prouver. Il y a eu suffisamment d'analyses en pharmacologie. Il y a actuellement à La Réunion la première extractothèque européenne qui est en train de se monter à partir des plantes médicinales de l'océan Indien. Il y en a juste une autre qui existe à la surface de la planète en Malaisie, je crois. Une extractothèque, c'est une base d'extraits végétaux qui ont été analysés et dont on sait qu'ils sont efficaces. Et ils ont obtenu un très gros financement pour monter cette bibliothèque d'extraits végétaux en vue des pandémies qui vont arriver. Il faut savoir qu'il y a quand même eu 400 nouvelles maladies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va en avoir d'autres, clairement. Et l'objectif de l'extractothèque, c'est d'être capable de réagir en live, en direct, à l'apparition d'une nouvelle maladie, en allant à partir des composés connus de certaines plantes, pouvoir les tester très très vite, ce qui permet de gagner plusieurs années dans la fabrication des médicaments. Donc, l'OMS recommande très largement. On n'est absolument pas dans le folklore, on est dans des choses qui, en infectiologie, sont reconnues comme étant efficaces. Donc, bon, voilà, pour répondre à la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est celle qui me plaît le plus. En tant que spécialiste, est-ce que vous recommanderiez aux patients d'aller chez un praticien ou chez un médecin moderne? Ben, ça dépend des cas. Dans certains cas, peut-être médecin moderne, dans certains cas, peut-être praticien. Tout dépend de la situation, tout dépend du contexte. Dans certains cas, les praticiens, à mon sens, sont plus efficaces. Et dans certains cas, les médecins modernes sont plus efficaces. Je pense qu'il y a réellement, on n'est pas sur médecine traditionnelle versus biomédecine, on est sur médecine traditionnelle en complémentarité avec la biomédecine. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, en fait, à mon sens. Mais c'est un Hmm. avis purement personnel et qui n'engage que moi. D'accord. En tout cas, il y a quelqu'un Salif Si, qui te remercie, en tout cas, pour cet exposé et qui touche à plusieurs disciplines des sciences sociales. Moi, j'ai maintenant le droit moi-même de poser mes questions. La première question, c'est quand les professionnels de la santé, et des sciences sociales se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? C'est parfois assez animé. C'est parfois extrêmement animé. Euh, parce qu'il y a toute une histoire, en fait. Il y a toute une histoire derrière tout ça. Il y a toute cette tradition autour des sciences dites molles. Donc, les sciences molles, c'est les nôtres, bien sûr, et des sciences dites dures, sérieuses. En fait, dans cet ouvrage, justement, quand les professionnels de la santé et des sciences sociales se rencontrent, justement, le premier article est celui d'un mathématicien, et j'avais tenu à ce que ce soit lui qui fasse ce premier article. Et l'article s'appelle Pourquoi tant de haine? Ça résume un peu les choses. Il expliquait que il y a une incompréhension à la base et que en fait la science occidentale s'est construite avec la telle certitude de n'exister qu'en qu'elle, quoi, qu'il n'y avait que cette science-là qui existait, que tous les gens qui tendaient à, à expliquer, à montrer qu'autre chose existait, étaient pris en gros pour des comiques. Euh, je peux donner une petite anecdote à ce propos. Dans les années 2005-2006, il y a eu dans l'océan Indien une très grosse épidémie d'une maladie qui s'appelait le chikungunya. À l'époque, je dirigeais le volet. Alors, on entre dans le cadre de ce dont je parlais tout à l'heure. Il y avait eu un gros financement qui avait été débloqué pour le chikungunya. Et pour que l'argent soit débloqué, il fallait un volet sciences sociales. Et donc, je dirigeais ce volet sciences sociales qui était une espèce d'alibi dans le projet et qui n'était absolument pas pris au sérieux. Chaque mois, le staff complet, tous les volets, enfin tous les volets, tous les responsables des différents volets scientifiques du projet se réunissaient. C'était assez amusant. On avait les gens sérieux d'un côté, les comiques de l'autre côté, et à chaque fois, les collègues, alors c'était même pas fait exprès, je pense que c'était vraiment, ils en étaient tellement persuadés qu'ils se rendaient même pas compte de l'énormité de la chose, commencer leurs interventions. Alors, c'était évidemment les gens sérieux qui parlaient les premiers et les anthropologues les derniers.
Et à chaque fois, ils commençaient leurs interventions par nous, les scientifiques. Et au bout de quelques mois, ça m'a été tellement insupportable que j'ai fini par dire oui, nous, les intermittents du spectacle. Parce que c'était juste insupportable. C'est-à-dire que la communication est très compliquée et que réussir à prouver, ne serait-ce que le fait que les sciences sociales sont de vraies sciences, avec une vraie méthodologie, que nous avons des sciences qui évoluent, qui se transforment, que la science est en progression permanente. Je sais que sur une conférence, une fois, un médecin m'a dit oui, mais alors nous, dans notre science, qui en gros est la seule, nous avons, alors je ne sais plus combien, tant de publications tous les mois. Je lui ai dit, mais rien que dans la mienne de science, ben, il y a un nombre de publications tous les mois. Alors je ne sais plus ce que j'avais répondu. J'étais allée très très vite sur Google Scholar pendant qu'il me posait la question pour avoir un chiffre à lui répondre, en lui disant, on en a peut-être moins que vous, mais nous, bah, ça avance aussi, ça se transforme, ça évolue. Certains aspects de la science peuvent être remis en cause par d'autres. En fait, la manière dont les sciences évoluent, finalement, c'est la même chose. Et l'échange entre les uns et les autres est pas si simple. Pas si simple. Merci beaucoup. Peut-être une question qui est quand même liée, c'est que est-ce qu'on peut parler d'une médecine arrogante, ignorante, et est-ce que tout ça est c'est-à-dire par rapport à une médecine molle, comme tu dis, une médecine humble, naturelle, est-ce que tout ça est lié au fait que les moyens de communication, pour ne pas parler des finances, etc., ou peut-être même éducation, est-ce que c'est ce qui est en jeu là? Est-ce que c'est parce que les uns ont peut-être les moyens de communication, on peut pas dire que ça a duré beaucoup plus, puisque quand on dit tout ça, c'est récent. La médecine aujourd'hui, telle qu'on connaît par rapport à ce qui est ancestral. Donc, moi, je me dis, c'est pour provoquer un petit peu, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une médecine arrogante, une science arrogante, ignorante parfois même, ignorant tout ce qui est la réalité naturelle aussi? C'est pas totalement faux, certainement. Et il y a surtout, oui, comme tu le dis, certainement une ignorance. Euh, pour te donner un exemple précis, j'ai eu la chance d'être en 2018 en Chine, invitée au moment où a été publiée et sortie la première traduction en français de ce grand tableau qu'on voit tous quand on va chez un acupuncteur. Tu vois toujours un grand tableau avec un corps humain, avec tous les points d'acupuncture, les méridiens, etc. Et c'était la première fois en 2018 que ce tableau était traduit en français. Ça s'était jamais fait.